Nora Amin, qui est ici, nous vient d'Égypte. Elle traduit donc du français vers l'arabe. Elle a déjà traduit plus de 20 ouvrages et elle est également metteuse en scène et chorégraphe reconnue dans son pays. Elle traduit beaucoup de théâtre. Nous aurons certainement l'occasion d'en parler. Et elle a notamment traduit l'œuvre de Marguerite Duras. Au château de Lavigny, elle travaille sur le texte Le Monstre d'Agota Christophe. Carlos Mayor, lui, vient d'Espagne. Il a traduit plus de 500 ouvrages d'auteurs tels que... J'ai eu la peine à le croire. Ça ferait beaucoup de pages dans un livre s'il fallait tous les mettre. Je cite quelques auteurs, Andrea Camilleri, Françoise Sagan, Marjane Satrapi, Oscar Wilde, Cesare Pavese, ainsi que 6 lauréats du prix Nobel quand même, Albert Camus, Grazia Deledda, en même temps on apprend des noms des lauréats du prix Nobel, c'est important, Rudyard Kipling, Doris Lessing, Toni Morrison ou John Steinbeck. Au château de Lavigny, il travaille sur la pesanteur et la grâce de Simone Weil. Nous avons également Régis Quatreçou qui n'a pas encore traduit 500 ouvrages, mais qui s'y attelle. Il traduit de l'allemand et de l'anglais, et depuis peu également du russe. Il a notamment traduit un livre qui a fait grand bruit en France, la biographie de Kafka par Rainer Stach. Et récemment, il a retraduit le procès de Franz Kafka, ainsi que les anecdotes de Heinrich von Kleist. Au château de Lavigny, il travaille sur les écrits de guerre du satiriste viennois Karl Kraus. Et il a également publié un récit en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, Nourriture, qui est paru là au tout début de l'année. Sarah Gursel-Vermande est traductrice et comédienne de métiers qui se complètent et s'enrichissent l'un l'autre. On fait d'ailleurs souvent on utilise souvent la métaphore du traducteur comédien. Elle traduit de l'anglais des auteurs originaires d'autres pays que les pays anglophones. Notamment de Libye, d'Égypte, d'Iran et bientôt du Sri Lanka. Elle aura peut-être l'occasion de nous en parler également. Au château de Lavigny, elle travaille sur Gather Up Your World in One Long Breeze de Shakti Dharan, merci. Et enfin, Nicolas Richard, qui a publié un nombre assez estimable également d'ouvrages, traduits environ 130. C'est ce que tu mets dans ta biographie en tout cas, d'auteurs tels que Thomas Pynchon, sur lequel il travaille aujourd'hui, Miranda July, Woody Allen, Alan Ginsberg, Leonard Cohen, on a pu l'entendre à la radio il y a quelques jours, ou encore Quentin Tarantino, pour citer les moins conventionnels. Moi, je l'ai découvert avec sa traduction du roman de Russell Hoban, Énigme-marcheur, une traduction qui a reçu le prix Maurice Edgar Poindreau en 2013 et qui est un texte magnifique. Il a également publié des livres en tant qu'auteur, tels que Guns, Chronique du temps insouciant, paru l'an dernier, mais aussi La dissipation ou La chanteuse aux trois maris. Et il a publié un magnifique ouvrage sur son activité de traducteur qui s'appelle « Par instant, le sol penche bizarrement ». Tout récemment, il a publié une somme, plus de 1000 pages de biographie de Fernando Pessoa, écrite par Richard Zenit. Et de cette traduction, tu as tiré une performance scénique. Voilà, peut-être que nous aurons également l'occasion d'en reparler. Alors, je leur ai proposé pour ce petit moment d'échange, je leur ai envoyé une liste de questions et ils ont pu piocher dans cette liste de questions. Et donc, ils vont se passer la parole, je vais leur adresser à tour de rôle des questions pour explorer un peu cette trajectoire d'un livre traduit.
Et je commencerai par une question immense que j'adresse à Nora Amin, qui est la question de savoir pourquoi traduire. Et Nora, si vous le souhaitez, vous pouvez parler en anglais. Comme vous voulez. So, hello. Hi. Hello. Hi. Hi. Thank you. Thank you for allowing me to speak in English. I hope you hear me. Do you hear me? Yes. So I have 3 answers to this question. And the first one comes to my mind as translation as a kind of cultural activism. Because I am initially also a writer. I write novels and poets and short stories, and I also write plays. And I discovered Marguerite Duras when I was a student studying French literature at university. And it totally changed my vision of what literature can be, compared to the patriarchal culture of novel writing in the Arab world. It changed my vision of what language can be, and how autobiographical work can become a piece of art, not gossip. So for me, translating Marguerite Duras was one step to support a generation of young writers. I was among them back in the 90s in a movement that was called New Writing, or Writing the Body. So translations, for instance, of Marguerite Duras supported us to understand that we are also part of a long thread of tradition of women writers. So that is one example. And then I think of translation as a way to transform art. And then I think of translating studies, methodological books by Auguste Boal and its Theatre of the Oppressed. And I made the first Arabic translation of Auguste Boal to Arabic also back in the 90s, and I realized how it opens the door to new theatre making that is dealing with oppression, conflict, political injustices. And the book is published and becomes republished until now in several other Arabic countries, and it does recently support the movement of creating outdoor theater that deals with issues of governance, which was forbidden in Egypt until 2011 because of the law of emergency. And the last thing I imagine about why translate is to feed the work of the stage with new images and narratives. So I translated Annie Ernaux as well, and I put those work on stage as a kind of theatrical reading. And for me, it's bridging literature and theater together. Thank you for listening. Merci beaucoup, et c'est une très bonne entrée en matière aussi. Voilà, pourquoi traduit-on et quelle est la dimension à la fois politique, culturelle de la traduction. Est-ce que, Régis, tu avais tout ça en tête lorsque tu as décidé de devenir traducteur? Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es dit la traduction, c'est quelque chose qui pourrait être ma voie? J'avais tout ça en tête et bien plus. Non, c'était, pour moi la traduction c'était d'abord une activité assez solitaire, ça allait rester d'ailleurs, mais je faisais ça avant de devenir traducteur professionnel dans ma chambre. Et je me souviens assez clairement du moment où je me suis dit que je voulais être traducteur, c'était en traduisant les textes de Kafka dans mon coin, petit texte, parce qu'en lisant Kafka, j'avais toujours eu cette impression que je comprenais le texte en surface, mais qu'il y avait toujours quelque chose qui se dérobait à ma compréhension. Parce que ceux et celles qui connaissent Kafka, la langue est en réalité assez simple, mais
oui, il y a une profondeur et un mystère qu'on a du mal à cerner. Et en fait, pendant que je vivais en Allemagne, pendant les 3 années où j'ai vécu en Allemagne, j'ai commencé à le traduire dans mon coin pour essayer de comprendre d'où ça venait, et pourquoi ça me faisait ça. Et donc je me suis lancé dans une petite série de traductions, comme ça j'ai passé des heures, beaucoup de passion là-dedans. Et un jour, je traduisais un texte qui s'appelle Erste Slide, première peine, ou première douleur, ou premier chagrin, je ne sais pas trop, toujours pas trop comment traduire ce truc. Et j'ai traduit une phrase, je me souviens encore aujourd'hui, même un membre de phrase, et ça m'a complètement électrisé. Et je me suis levé de ma chaise et j'ai fait le tour de ma chambre. Et là, je me suis dit, ah ouais, je vais devenir. Voilà. Et en fait, ce que cette anecdote dit, de mon cas personnel, je pense que en tant que traducteur, on a accès, on fabrique une forme de connaissance du texte, du fait qu'on a un rapport très intime avec la langue, et qu'on doit restituer cette intimité dans notre propre langue. On développe une connaissance très très individuelle qu'on restitue, qu'on verse dans notre relation. Et l'objet même de la traduction, pour moi, constitue une forme de savoir critique, même s'il n'est pas explicite, même s'il n'est pas analytique. Pour moi, l'objet de la traduction est vraiment un objet de connaissance. C'est une entreprise de connaissance de l'œuvre, et le résultat qu'on obtient, c'est une connaissance de l'œuvre. Voilà. Magnifique, merci pour cette définition de la traduction. Et alors, on entend la connaissance approfondie qu'on peut avoir d'un texte lorsqu'on le traduit, le plaisir qu'on peut avoir à découvrir un texte aussi dans ses subtilités, sa fabrication. Est-ce que, tu disais aussi que c'était une activité solitaire, est-ce que le contact avec l'auteur qui viendrait nous donner une certaine vérité du texte est important? Comment est-ce qu'il intervient? J'imagine que vous avez chacun votre réponse, mais je m'adresse à Carlos Mayor pour savoir comment se passe pour toi cette collaboration avec l'auteur. Est-ce que ça intervient très tôt dans la traduction? Est-ce que c'est une étape primordiale? Ou qu'est-ce qui se passe lorsque ça ne fait pas avant? Alors c'est un sujet qui m'intéresse. Est-ce que c'est nécessaire de rencontrer l'auteur? Non. Est-ce que c'est intéressant? Souvent. Et est-ce que c'est utile? Pas toujours. Surtout avec les auteurs, je ne sais pas si Nicolas Sarah sont du même avis, mais avec les auteurs anglais, américains, parce que souvent, ils n'arrivent pas à comprendre ce que tu fais. Alors ils te disent, mais oui, c'est ça, vous devez écrire ça dans votre langue, et c'est tout. Parce qu'ils ne comprennent pas le processus de la traduction. Parce qu'ils sont monolingues peut-être. Parce qu'ils sont monolingues, c'est ça que je voulais dire. Avec les Français, avec les Italiens ou les Anglo qui parlent plusieurs langues, c'est différent. Mais ce n'est pas toujours, à mon avis, la personne qui va plus t'aider dans le processus de la traduction. Mais c'est toujours intéressant. Moi, je traduis beaucoup d'auteurs catalans. Et alors, souvent, ils habitent à Barcelone. Alors, c'est très facile de le rencontrer. Et parfois, avec des auteurs catalans, je le rencontre, ils me racontent le roman avant que je le lise. Et c'est une expérience géniale. Ils me disent, écoutez, il y a ça, que vous allez voir. Et c'est une expérience géniale de lecture, parce que vraiment la traduction, c'est une expérience de lecture. Tout le processus, mais tu as une aide qui est très importante là-bas. Et parfois, il y a des auteurs qui ne peuvent pas t'aider parce que, comme je disais, ils ne comprennent pas le processus. Moi, j'aime bien rencontrer les auteurs de BD parce que je travaille pas mal de BD. Et il y a toujours des histoires qu'ils peuvent te raconter. Et après, j'ai une petite collection de dessins parce que je demande toujours un petit dessin de moi en train de travailler la BD. Ils ont presque tous dit oui. Mais j'ai ma petite collection de ça. Alors parfois c'est une expérience et parfois tu les rencontres
au début, ou pendant le processus, alors tu peux leur poser des questions. Et parfois, c'est quand il vient à Barcelone, quand il vient dans ton pays, pour présenter des livres. Et alors, tu peux le rencontrer, faire une dédicace, et voilà, c'est bonjour, ou un verre de vin. Mais là, le processus est achevé, et donc il n'y a plus forcément... Exactement, c'est une chose plus personnelle. Et surtout, il y a une chose qui a à voir avec ça, c'est quand on parle de ça avec les traducteurs, soit américains, soit anglais, ils trouvent toujours ça un peu dangereux, connaître l'auteur, parce que tout le monde a l'impression qu'il parle anglais. Et moi, je parlais de ça avec un traducteur qui s'appelle Daniel Lebrun, qui est très connu. Il me disait, ça m'arrive tout le temps, parce qu'ils ont toujours envie de dire, écoutez, vous avez dit ça, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire ça? Et ça arrive avec tous les livres pour lui. Et c'est évidemment compliqué, parce qu'en théorie, c'est toi qui as le dernier mot. Mais parfois, s'il y a des auteurs qui vraiment insistent, tu dois jeter l'éponge. En théorie, c'est toi qui as le dernier mot. Merci. Ça peut être assez productif, évidemment, de rencontrer l'auteur, mais ça peut être aussi un peu douloureux parfois. Et puis peut-être que ça intervient dans cette connaissance intime qu'on a d'un texte, alors qu'un auteur, il a produit son texte, mais il n'en a pas forcément fait l'herméneutique, il ne l'a pas lu et analysé, il n'est pas forcément... Ou parfois, il ne se souvient pas. Ça m'est arrivé. Il y avait un auteur, il y avait moi qui traduisais vers l'espagnol et un autre traducteur vers le catalan. Et on avait le même problème parce qu'il y avait un teacher et on avait vraiment besoin de savoir si c'était un homme ou une femme. Et on lui a écrit, il nous a dit, c'est pas important. Il nous a dit, mais pour nous c'est important, on doit décider. Et finalement, il nous a dit, c'est un roman que j'ai écrit pendant une semaine avec mon iPhone. J'étais complètement choqué. Après, on l'a rencontré quand il est venu. Et il écrit avec son iPhone, fait des résidences et on a mis de moi à travers. C'est une chose qui vaut peu la peine. Mais est-ce que le teacher est devenu femme ou pas? Il nous a laissé décider, on a décidé que c'est une femme. Merci. C'est intéressant que vous ayez fait le même choix. Oui. Ça aurait été super que vous ne fassiez pas le même choix, mais qu'après les gens glosent sur... maison d'édition, en fait. Mais oui, ça serait... Merci beaucoup. On avance un peu, donc là on est dans pourquoi traduit-on, comment commence-t-on à traduire, est-ce qu'on intervient en échange avec l'auteur, mais quand on traduit, il y a des textes qu'on choisit, qu'on essaye de porter auprès d'une maison d'édition, et puis surtout les traducteurs établis, j'imagine qu'on vient à eux avec des projets, et Nicolas, je me demandais si ça t'était déjà arrivé de renoncer à une traduction, qu'on te dise voilà, ça c'est génial, c'est un projet en or pour toi, on a pensé à toi pour le traduire, et que pour une raison ou pour une autre, tu décides que non, ce n'est pas pour toi. Ça m'est déjà arrivé. Un bouquin qui s'appelait A Brief History of Seven Killings de Marlon James. C'était un gros bouquin et l'éditeur insistait beaucoup. Et je disais non, je le sens pas, c'est pas pour moi. Et en fait, réellement, c'était pas pour moi. C'est-à-dire que, et je sais même pas si c'était pour le marché français en fait. En deux mots, c'était un roman américain, mais qui mettait en scène plusieurs familles jamaïcaines sur 3 ou 4 générations. Et en termes de langue, il y avait disons 4 niveaux de jamaïcain. Il y avait le jamaïcain originaire, ensuite le jamaïcain parlé par les premiers arrivés en Amérique. Et je me sentais pas capable, ça supposait trop de travail, c'était un domaine que je ne connaissais pas. Et j'étais assez sceptique à l'idée qu'on puisse rendre toutes ces subtilités en français et que c'est un écho en fait, réellement. Je pensais que ça marchait parfaitement en anglais. Et donc là, malgré les insistances de l'éditeur, j'ai refusé ce projet-là. Il y a un autre cas. Oui, ça a été publié. Apparemment, ça s'est mal passé. D'après les traducteurs et d'après l'éditeur. Bon, c'est un projet difficile. Il y a un autre cas de figure beaucoup plus simple qui m'est arrivé, mais qui nous arrive sans doute à tous plus ou moins régulièrement. C'est des histoires de calendrier, parce que quand on traduit, il faut quand même, c'est tout simple, mais ça, c'est une notion d'artisanat, on doit un peu gérer, enfin, on doit totalement gérer notre calendrier.
Et donc là, par exemple, 2025, moi j'ai été occupé toute l'année, et même un peu plus, par un seul projet. On m'a fait des propositions d'auteurs ou d'autrices que j'aime énormément, que j'aurais bien aimé traduire, dont j'avais traduit les bouquins précédents en plus, en particulier Rabi à la Médine, dont j'avais traduit 4 livres, et donc j'avais très envie de lire le suivant, mais en termes de timing, ça n'allait pas. Il se trouve que ce livre-là, en plus, entre-temps, on avait eu le National Book Award. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Et puis aussi, sur cette même période, une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Miranda July, All Fours, et même cas de figure. Voilà, le bouquin, je l'ai lu, il a été extrêmement bien traduit par Nathalie Bru, accessoirement, mais j'ai été obligé de décliner. Et puis, il y a un troisième cas de figure qui m'est arrivé là il y a un mois. C'est que j'ai été contacté par les éditions Fayard, dont vous savez peut-être qu'ils font partie de la galaxie Bolloré et qui est un éditeur qui bascule très nettement vers l'extrême droite avec, comme on dit en anglais, un agenda assez nauséabond. Et là, l'éditrice m'a contacté pour me proposer une traduction. Et là, j'ai refusé, avant même qu'elle parle d'un texte, même si je me doutais que ce serait le volume 2 des Mémoires d'Obaba, qui, par parenthèse, quelques années plus tôt, m'avait rapporté vraiment beaucoup d'argent. On était 3 à le faire, mais bon. Mais là, je lui ai expliqué que pour raison d'éthique, je refusais de travailler pour cette maison qui publiait en France Bardella, Le Pen, De Villiers. Et voilà, ça c'est un troisième cas de figure. Et pour la petite histoire, je ne suis pas arrêté tout à fait là. J'ai demandé à l'éditrice, si elle, ça ne me posait pas de problème, de collaborer dans ces conditions à cette période. Et elle était un petit peu embarrassée en m'expliquant qu'il faut bien gagner sa vie, mon monsieur. Et on en est resté là. Mais tu ne sais pas qui va traduire et peut-être remporter par moi. Non, en tout cas, ce sera aucun. La biographie de Barack Obama faisait 1500 pages. On avait travaillé à 3 dessus parce qu'il fallait aller très très vite. Et les 3 traducteurs, Pierre Demarty, Charles Courset et moi, comme un seul homme, on a vraiment décidé non seulement de refuser de travailler avec cette maison, mais quand l'occasion se présente comme maintenant, de le faire savoir. Malheureusement, de plus en plus de maisons avec lesquelles on va refuser de travailler. Bravo, merci. Je rebondis sur la question de la traduction à plusieurs mains, traduire à 3 pour la biographie de Barack Obama. On imagine bien, il y a des contraintes de l'édition, parfois il faut aller très vite, surtout quand on traduit de l'anglais. Mais il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles on traduit à plusieurs. Sarah Gursel, Vermande. Alors là, c'est Sarah Vermande qui va répondre, parce qu'en fait, je signe les traductions de romans et de non-fiction sous le nom de Sarah Gursel et les traductions théâtrales sous mon nom de comédienne, qui est Sarah Vermande. Voilà. Et en théâtre, j'ai beaucoup co-traduit. Je fais partie de la maison Antoine Vitesse, qui est une institution française dédiée à la traduction théâtrale. Antoine Vitesse avait dit il faut tout traduire. Donc on essaye, on n'y arrive pas, mais on essaye. Et la maison est composée de comités par aire linguistique. Et dans le comité anglophone, qui est le comité le plus fourni, on va dire, on est très, je vais dire nombreuses parce qu'il y a surtout des femmes, donc on va se dire que le plus grand nombre l'emporte. Et au départ, ça commence souvent pour des raisons de coup de cœur pour des textes ou pour des autoristes. Et comme on est toutes très sympas les unes avec les autres, on se dit on va le faire ensemble. Donc ça part, disons, d'une démarche de non-propriété et de tentative de ne pas préempter, de ne pas avoir son petit précaré d'autoriste. Ça peut être dans le cadre de quelque chose qui pourrait s'apparenter à un mentorat, parce qu'on est très ouvert dans notre recrutement et à partir du moment où quelqu'un a envie de lire, a envie d'aller à la pêche au texte et a envie de participer, on accueille. Parfois, il y a des gens qui sont très très verts dans leur rapport à la traduction et donc ça peut être bien que sur une première traduction, il ou elle soit accompagné. Moi, j'ai surtout travaillé dans un cadre, je dirais, plus égalitaire, non pas que ce soit inégal quand il y a une situation de mentorat, mais par définition, il y a quand même un petit rapport d'autorité, qu'on le veuille ou non. Et c'est très important pour moi de co-traduire avec quelqu'un dont je respecte énormément le travail,
et que j'aime humainement parce que ça va être âpre. Qu'on le veuille ou non, même si c'est extrêmement intéressant de traduire, il va y avoir des moments où on n'aime plus la personne en face et où vraiment on se demande pourquoi on n'a pas traduit ça tranquille dans son coin, par exemple à Lavigny, en étant libre de ses choix et de ses mouvements. Mais c'est quand même très instructif parce que d'abord ça oblige à faire le choix entre ce qui relève de moi j'aime bien cette expression-là et donc je vais la mettre. Ça oblige à avoir un peu de recul par rapport à son travail, donc à trier entre juste l'affect et puis les raisons plus profondes qui peuvent faire qu'on choisit telle ou telle solution. Donc c'est une leçon d'humilité aussi, d'arriver à se dire, là j'étais très attachée à cette solution, mais je reconnais que la tienne est bien meilleure, donc on y va, et c'est très chouette en fait. Et d'arriver au fil du travail à ne plus savoir qui a amené quoi autour de la table. J'aime pas tellement travailler, je l'ai fait une fois où on avait commencé par saucissonner le texte et on s'envoyait, une fois qu'on avait fait le premier jet de petites parties, on se les envoyait. En fait, moi ce que j'aime c'est vraiment co-traduire, c'est-à-dire être ensemble autour de la table et travailler ensemble et ne pas travailler à partir du premier jet de quelqu'un. C'est tellement plus difficile que vraiment d'inventer ensemble. Alors bien sûr, il y a quand même en général quelqu'un qui est au clavier et quelqu'un qui ne l'est pas. Et ça crée une dynamique très différente. Donc il faut changer de rôle régulièrement. Et puis quand on traduit du théâtre, il y a aussi... il faut traduire avec des gens dont moi j'ai beaucoup traduit avec des personnes qui sont aussi comédiennes. Il faut aussi avoir de l'estime pour la comédienne qu'on a en face de vous, parce que ça va souvent se jouer à qui joue le mieux la réplique. Parce que quand on essaie de vendre sa solution à l'autre, c'est pas sur le papier que ça se passe. Mais il est bien évident qu'elle le dit ou qu'il le dit comme ça. Et que tu vois bien que quand je le dis comme ça, ça marche. Donc c'est ça qu'on va choisir. Donc en fait, voilà, il faut respecter et aimer les gens avec qui on travaille. Et là, ça devient vraiment super. Par contre, on ne gagne pas de temps du tout. Même on en perd. C'est long. Voilà, c'est très long. Ne serait-ce que pour des questions logistiques, puisqu'il faut arriver à trouver des temps communs. J'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais je pense que c'est bien de passer. Merci beaucoup, c'est très éclairant et c'est vrai qu'on voit souvent des duos de traducteurs. Alors, pour des trios, quand il s'agit de gagner du temps, et là je pense que le travail se passe tout différemment, mais pour le théâtre, ça se voit assez souvent. Et alors, on espère ensuite que la pièce est jouée, parce que dans ce cas-là, ça peut même être un tout petit peu rémunérateur par rapport au temps perdu, ça dépend de combien il est joué. Mais on voit aussi des duos de traducteurs dans des cas différents qui seraient quelqu'un qui connaît très bien la langue, l'autre qui connaît très bien la langue d'origine, l'autre qui connaît très bien la langue source. Et ça m'amène à une question pour toi, Nora. Pas seulement parce que tu nous as demandé de répondre en anglais, mais aussi parce que tu traduis dans une culture qui est assez éloignée de la nôtre, vers l'arabe. Quelle connaissance faut-il de la langue d'origine pour traduire vers sa langue? I think maybe knowledge has different meanings. And I think also inspired from what Régis said, that knowledge is also a practice and it's a way to transform and learn and produce new knowledge. So translation itself is an exercise for knowledge. And in my case, it's a strange case because my production of French language is not the best, but the way I receive, I read, I translate, I watch and listen is fully intact. And the reason for that is that I have a big gap of practicing French as a spoken language because of my job as a theater director and as a touring theater director and choreographer. So English became the practiced language, and French remained as a language of the books, of translation, of reading, but not producing. So I understand there is a knowledge impact for the purpose that I want. And my purpose is to translate from French to Arabic, or from English to Arabic, to put on stage, to make a change through the stage. So then I think I know what I'm doing, and I know where I'm going to land
with Arabic, whether it is classical, literary, modern written, or if it is colloquial Egyptian, or which dialect of the colloquial. So I think this is one way, and also to acknowledge something I feel important to mention here, that for the production of the knowledge I need community. I need a Francophone community, which doesn't exist anymore in Egypt. Most of it immigrated before and after 2011 to Canada and to Marseille. And there is the older French-speaking community, which is the generation of my mother, and it's a social class. So here, Francophonie is connected to social class and economy, and this social class disappeared because we had a big fall of social classes and economy. Voilà. Je pose directement une question encore pour toi, Nora, la question de traduire dans une communauté aussi et dans le but d'une production théâtrale. Comment est-ce que ça se passe, ces échanges-là, et à quel point est-ce que ça influence les choix de traduction? This is very interesting because I have a big example, but I'll try not to speak too long. And it's about retranslating the play of Ibsen, Henrik Ibsen, An Enemy of the People, which was, of course, translated before. I translated it again into colloquial Arabic, Egyptian, and I did it right in the aftermath of the revolution. That was 2012. And my purpose of retranslating was I cannot take the original Arabic, which is archaic and the translation, and I need to really modernize my translation, and I need to make it available for actors. And then I need to translate directly to the colloquial, so I don't want to go through the classical literary Arabic, so that the translation is also a script for stage. And in that moment, Ibsen was also a kind of shield, protection against censorship, which is an official department of the Ministry of Culture. So I can also promote ideas that might be criticized or censored, but being behind the name of Henrik Ibsen facilitates that. And then the language I'm going to choose is going to be the new language of political activists in Tahrir Square. And it's going to be terminology and vocabulary that is used by the Muslim Brotherhood when they speak on TV. And I mean, the story is very famous, An Enemy of the People, and what happens with the polarization and the manipulation of the masses through media and also through sometimes religious influence. And then this translation, when it lands in the rehearsal room, there is definitely some changes. And those changes, going back to Sarah, what Sarah said, it's related to refining the intonation of each character and giving it a little bit of specificity, so that when the characters speak, you can understand that this speaking is really specific to the character, and it's not made by one person making the whole language. I hope it makes sense what I'm saying. Do you understand what in English? Is it okay? I wonder. Yes. No? Yes? Yes, yes. Okay. So we don't need translation. Merci beaucoup. On voit aussi la dimension politique que la traduction a, particulièrement dans certains contextes. Régis, d'ajouter aujourd'hui à sa paire de langues le russe, est-ce que ça a une dimension politique pour toi aussi? Est-ce que c'est un coup de cœur pour un auteur? Est-ce que c'est... comment c'est arrivé à toi? Ou venu de toi? C'est devenu politique un peu à mon corps défense. Enfin, maintenant, je l'assume, évidemment, mais j'avais commencé l'apprentissage du russe après 2014 quand même, mais avant 2022. Et effectivement, la question s'est posée après 2022, à mesure que j'ai rencontré aussi à Strasbourg, là où je vis, en plus d'émigrés russophones qui viennent de Russie ou d'Ukraine,
Et à mesure que j'ai découvert que pour eux, la question de continuer à parler russe, y compris pour les gens qui n'avaient pas d'autre langue que le russe comme langue maternelle, devenait une question très très compliquée. Parce que c'était la langue de l'envahisseur et la langue d'une mentalité nationaliste qui était visiblement enracinée très profondément. Et en fait, cette question s'est résolue un peu d'elle-même. Premièrement parce que ça me semblait aberrant de rejeter l'apprentissage d'une langue au motif que les mauvaises personnes, cela sont pour la mauvaise cause. Et pour cette autre raison qu'en fait, mon apprentissage du russe à partir de 2022 a pris beaucoup plus de sens. Parce que justement tous ces gens sont arrivés à Strasbourg et que ça m'a donné l'occasion de parler avec beaucoup d'entre eux qui ne maîtrisaient pas du tout le français. Et même de mettre ma connaissance du russe à leur service en leur donnant des cours de français. Par ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire de la traduction théâtrale aussi, dans un festival qui a essaimé, initialement il y a un festival moscovite de théâtre russophone, et qui a essaimé un peu partout en Europe et qui s'appelle la Lubimovka. Donc vous pouvez, il y en a eu une à Paris, il y en a eu une à Zurich, il y en a eu une à Hambourg, à Berlin. Voilà, c'est vraiment un festival qui a essaimé avec des petites antennes. Et on m'a proposé, j'avais commencé de travailler sur un texte qui s'appelle Sentiments inavouables en temps de guerre, qui était le fruit d'une enquête documentaire menée par un collectif de 7 autrices. Et j'ai traduit la pièce du russe, de l'ukrainien, avec de l'aide pour l'ukrainien et de l'allemand. C'était une pièce qui relate, qui est pas ouvertement une pièce, enfin, qui est évidemment une pièce anti-guerre, mais qui ne porte pas un credo très offensif. Les autrices ont interrogé leurs proches qui étaient éparpillés à travers l'Europe sur les sentiments qui s'interdisent d'exprimer à propos de la guerre, y compris auprès de leurs proches, sentiments inavouables. C'est un texte très très fort. Ça m'a donné l'occasion d'agir, en fait, comme je ne l'avais jamais fait avec mes autres langues de travail qui me sont beaucoup plus familières. Et donc, voilà, à travers en fait, ce cheminement, à travers l'apprentissage du russe, j'ai élargi mon monde personnel, mais ça m'a donné aussi l'occasion d'agir de manière beaucoup plus directe à travers la traduction. Merci. Alors, on pourrait parler des heures, en tout cas en ce qui me concerne, je pourrais parler des heures du processus de traduction et de tout ce qui nourrit l'échange avec le texte, avec les langues, avec l'origine aussi de ces textes et le contexte dans lequel ils vont atterrir. On va un peu plus entrer dans ce contexte-là, de savoir voilà, qu'est-ce qui se passe avec un texte une fois qu'il a été traduit. Mais peut-être juste avant d'entrer là-dedans, une dernière question sur ce processus. Il a été beaucoup question de collaboration déjà et d'échanges. Est-ce qu'il y a des lieux privilégiés pour les échanges autour de questions de traduction, de travail avec le texte? Nicolas? Des lieux privilégiés? Je peux parler que pour moi. Moi, il se trouve que paradoxalement, c'est vrai que le cliché, c'est de dire que la traduction, c'est un travail solitaire, mais moi, effectivement, j'aime bien travailler en collaboration à différents niveaux. Donc, le lieu, pour répondre à ta question, c'est vraiment le café, typiquement, ou le bar, selon l'heure. Mais de fait, voilà, moi, je fais appel assez régulièrement à une collègue traductrice qui, elle, est américaine et qui traduit dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire du français vers l'anglais, et on s'aide mutuellement. Donc voilà, ça c'est un type de collaboration possible. Et les lieux, je ne sais pas, tu penses à quelque chose en particulier? Non. Les groupes WhatsApp. Les associations aussi. Oui. Les associations de Les traducteurs. traducteurs. Et moi, ma petite expérience que je partage un bureau, alors avec des autres traducteurs de livres, littéraires, et alors on a toujours des échanges, des histoires à raconter, des doutes à nous poser, et c'est vraiment très très enrichant. Et je n'ai pas exactement l'idée que ça soit un métier solitaire. C'est vrai qu'on dit ça, mais ce n'est pas le cas pour moi. Même quand je suis seul, je sais que j'ai mon réseau et qu'il y a quelqu'un là pour m'aider si j'ai besoin.
Merci. Et il y a un partenaire qu'on espère privilégier dans le cas d'une traduction, c'est la maison d'édition. Mais ce n'est peut-être pas toujours le cas. Est-ce qu'il y a des expériences qui tournent mal avec des maisons d'édition? Est-ce que c'est parfois difficile? Alors on a entendu avec, tout à l'heure avec Florence Robbins des cas plutôt idylliques de relations éditeur-traducteur-traductrice. Est-ce qu'il y a des mauvaises expériences? J'avais un petit peu la question en amont, donc j'ai dû réfléchir. Je ne vais pas faire semblant d'être complètement surpris par la question. En fait, moi j'ai une anecdote très précise qui m'est venue hier ou avant-hier quand on a commencé à réfléchir à cette rencontre. Et elle n'est pas tout à fait à ma gloire, c'est pour ça qu'elle mérite d'être rapportée. En fait, ça remonte à l'époque où ma fille est née, il y a quelques temps déjà. Et ma fille, les 4 premiers mois de sa vie, en fait, elle n'a quasiment pas dormi. Elle faisait des sessions de sommeil entre 1 et 3 minutes. Et ça a duré 4 mois. Et donc, sa mère et moi étions dans un état d'épuisement que j'ai jamais connu, en fait. Et à l'époque, on m'avait confié, donc, ma fille est née le 16 juin, et on m'avait confié la traduction de 2 petits livres vraiment très faciles, de 100 pages, qui étaient une sorte de version écrite. Ça n'a jamais vraiment pris en France, en fait. Mais c'était des romans pour ados, mais avec une vision très rétrograde de ce qu'est un ado, qui est peut-être une version écrite courte, un peu bébête, d'une telenovela, si tu veux. Donc il y a 4 personnages, ils sont adolescents, ils sont amoureux, ils sont pas amoureux, ils sont sur la plage. Il y avait un vocabulaire de, je ne sais pas, peut-être 23 mots. Il n'y avait aucune difficulté. Et en fait, ça a été une déconvenue à retardement pour moi, cette histoire. Et donc, ma fille née, je suis dans un état d'épuisement, j'ai un mois entier pour traduire 100 pages extrêmement faciles en juillet, puis un deuxième tome en août. Ça ne peut pas poser de problème. Je rentre au travail, les mois passent, une année passe, et puis je déjeune avec l'éditrice des éditions J'ai lu à l'époque, qui avait été extrêmement courtoise, extrêmement sympathique. Je n'avais pas eu de remarques désobligeantes sur ma traduction. Et puis quand on déjeune ensemble un mois après, elle me signale en passant, mais sans aucune agressivité, qu'un petit sourire, elle me dit « Ah oui, Nicolas, la relectrice des 2 textes de l'année dernière m'a demandé si tu étais de langue française. » Voilà, j'ai été payé quand même. Il y a aussi des bonnes expériences avec les maisons d'édition. Oui, mais alors là, je dois t'avouer, Camille, que j'avais pas du tout compris ta question dans le sens avec la maison d'édition. Moi, je pensais que c'était dans l'absolu, voilà, in abstracto. Donc c'est ça que je vais te dire en guise de réponse. Et j'inviterai mes camarades à compléter avec leur expérience éditoriale rêvée. Moi, je vais revenir à la traduction théâtrale et à la traduction à plusieurs, parce que j'ai eu la chance de je co-traduis une autrice écossaise qui s'appelle Linda McLean avec Blandine Pellissier, qui est une traductrice qui a traduit énormément de théâtre, presque autant que Carlos a traduit de livres, et qui est quelqu'un de très généreux. Elle est mieux payée que toi, mais pas en théâtre, on est très mal payé en théâtre. Mais bref, et on a eu la chance, sur le premier texte qu'on a traduit de Linda, de la rencontrer. Et on s'attendait, c'est une écriture qui est très âpre, acérée, austère. Et on s'était imaginé une longue femme avec un visage en lame de couteau et qui allait nous dire peu de mots. Et on a vu arriver une petite chose bondissante et bonne vivante qui nous a apporté une bouteille de whisky pour commencer le travail. Et en fait, on s'est vraiment rencontrés comme personnes et dans le travail, et on a décidé de ne plus traduire qu'ensemble. Donc toutes les 3 autour de la table, sachant que Linda est une excellente cuisinière et qu'elle préfère qu'on ne touche pas à la cuisine, ce qui arrange singulièrement Blandine et moi. Et donc, en général, Blandine et moi sommes à la table, Linda nous lit son texte en anglais, ça répond aux 2 tiers des questions qu'on pouvait se poser à la lecture. Elle n'est pas comédienne, elle ne le lit pas comme une comédienne, mais elle lit son texte, donc tout fait sens. Et ensuite, quand on commence vraiment à rentrer dans le travail, elle fait du crochet et elle nous écoute. Elle ne parle pas bien français, mais elle le comprend et elle est très sensible aux questions de rythme et de son.
Et quand elle sent soit qu'on s'énerve, soit qu'on bloque, c'est une très bonne maïeuticienne. Donc elle va nous poser des questions. Et parfois, elle prend des voies de traverse et elle nous pose des questions jusqu'à ce qu'on accouche de notre réponse. Et elle a aussi ce protocole de travail qui est très salutaire. Et là, je m'adresse aux jeunes traductrices qui n'ont pas encore brisé leur corps dans des mauvaises postures de travail, etc. Linda, toutes les 20 minutes, elle se lève et elle danse 2 minutes. Pas plus. C'est très court. En fait, on peut toujours prendre 2 minutes pour danser. Et ça remet la pensée en route. Ça fait beaucoup de bien au corps. S'il y a une tension à ce moment-là dans le processus de co-traduction, elle s'évapore dans le mouvement. Et alors, je n'arrive pas à le faire stricto sensu quand je traduis toute seule, bien que je bouge un peu, mes camarades en témoigneront. Mais voilà, et ça pour moi, c'est une expérience, enfin, c'est l'expérience de traduction ultime, parce que d'avoir l'autrice sous la main, et même si tu sais que je suis d'accord avec toi que parfois les auteurs ne sont d'aucun secours dans les questions qu'on leur pose et qu'il vaut mieux ne pas poser de questions, mais avec Linda, le fait qu'elle soit là à la table, il y a tout un tas de choses qu'on ne mettrait pas dans un mail, c'est-à-dire qu'on ne prendrait pas la peine de poser cette question par écrit, on serait gêné de demander ce qu'on demande. Et là, comme elle est là et qu'elle est disponible, vraiment le moindre doute peut être levé. Et il y a des fois, alors évidemment, là il n'y a rien qui me vient, mais il y a des fois où on allait droit sur une fausse piste en toute bonne foi et où on a évité l'écueil. Et où alors, par ces questions, on est arrivé à des choix beaucoup plus fins ou beaucoup plus près de l'esprit du texte. Enfin voilà, c'est vraiment extraordinaire quand on peut faire ça. C'est possible sur une pièce de théâtre. J'imagine bien que quand on traduit 1000 pages de la biographie, on ne peut pas prendre en otage 3000 pages de Ryan Ashtar. Mais voilà, merci beaucoup. Effectivement, ma question c'était une expérience qui ferait rêver tout traducteur. Je pense que c'est celle qu'on vivra un jour avec Florence, voilà. Non mais juste en un mot pour répondre à la question précise que tu avais en tête, je crois qu'on en fait quand même régulièrement l'expérience. Une bonne expérience avec un éditeur, c'est un très bon correcteur ou correctrice qui permet au texte de gagner en niveau en fait. Et ça arrive quand même très très souvent. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est les éditions de l'Olivier par exemple, où il y a une rectrice absolument formidable, mais il y a plein d'autres exemples, où les suggestions sont faites souvent avec une grande modestie et toujours avec une immense pertinence. Et c'est pas du tout dans l'histoire de repérer des fautes qu'on a faites, on fait constamment des fautes. C'est relativement inévitable. Donc à partir du moment où on est d'accord avec ce principe, on est faillible. Les conseils, un regard neuf, des conseils bienveillants, c'est comme ça qui fait la différence. C'est une bénédiction et c'est ça une bonne relation avec l'éditeur. À condition qu'il paye, bien sûr. Voilà. Alors voilà, on touche à quelque chose, effectivement. Il y a la relation avec l'éditeur, c'est aussi une relation contractuelle, une relation de travail. Et il y a un contrat qui est conclu entre la maison d'édition et le traducteur ou la traductrice. Et on m'a dit une fois, les contrats, ils sont là pour les cas où ce qui dégénère. Quand on a des éditeurs, j'en connais, je ne citerai pas, qui disent on n'a pas besoin vraiment de contrat, ça suffit s'il fait une page, parce que de toute façon, moi j'aime travailler avec des amis, j'aime travailler dans en bonne entente, en toute convivialité. Très bien, et bien c'est le moment d'établir un bon contrat dans ce cas-là, puisque l'on s'entend bien. Et donc la question, et je m'adresse à toi Régis, est-ce qu'en tant que traducteur, il faut négocier ces contrats? Quelle marge de manœuvre on a? Comment ça se passe? Quelle est ton expérience par rapport à ça? Alors, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit sur les relations avec les éditeurs. De manière tout à fait significative, ma meilleure expérience de collaboration avec un éditeur à ce jour, c'est sur le livre que je suis en train de traduire. Et l'éditrice en question est traductrice. Donc, pour dire de là où je parle. Par ailleurs, moi je suis quand même plutôt au début de ma carrière, donc je suis quand même plutôt. Je suis celui qui apporte des projets, pas celui qui en reçoit. Donc ça me met aussi dans une position de solliciteur vis-à-vis des éditeurs et des éditrices. Mais du coup, c'est peut-être d'autant plus intéressant pour des jeunes traducteurs et traductrices. Alors la question, évidemment, c'est oui, il faut négocier les contrats.
Pourquoi? Parce que on n'a pas forcément besoin de supposer de la malveillance de la part de l'éditeur pour comprendre qu'il cherche son avantage. Voilà. Parce que une traduction, ça coûte cher, c'est un fait, c'est un risque éditorial, c'est un risque commercial. Donc l'éditeur, dans la mesure du possible, va chercher à minimiser ce risque, ce qui est compréhensible. Donc il y a évidemment l'aspect de la rémunération qui est à négocier, mais pas seulement. Ça peut être sur les délais dont on dispose, évidemment, ça va être sur les délais dont on dispose pour corriger le texte une fois que la relecture a été faite, parce que des fois on peut attendre des corrections pendant des mois et ensuite on nous dit vous avez 3 jours pour les valider parce que il faut que ça parte à l'imprimé. Voilà. En fait, il y a tout un éventail, mais je pense que tous les collègues ici présents sont conscients, il y a tout un éventail de choses à négocier. Alors la marge de manœuvre, par contre, elle dépend un peu de la position qu'on a dans le métier. Moi, je me sens plutôt souvent solliciteur. Et du coup, déjà quand je reçois un contrat, je suis vachement content. Et ça me met dans une posture un peu, on en parlait à Sauveur, j'ai l'impression de recevoir un cadeau de Noël alors que c'est juste mon travail. Donc là, dans ces moments-là, j'ai tendance à minimiser en fait ce que je vais pouvoir négocier. Et ce qui ressort des échanges qu'on peut avoir les uns avec les autres, c'est qu'en fait, il faut de toute façon toujours chercher quelque chose sur lequel négocier parce que c'est le signe qu'on respecte aussi son propre travail. Il faut toujours chercher à négocier sa rémunération à la hausse, il ne faut pas se mettre dans des situations en termes de délai qui vont peser sur notre psyché parce qu'on travaille. On n'est pas entièrement solitaire, c'est sûr, mais on travaille quand même tout seul. Donc ce qui est problématique dans le métier, ça va rejaillir directement sur notre quotidien et sur notre psyché. Et voilà, et surtout il faut se respecter soi-même. Donc, la valeur de son et défendre la valeur, et c'est non seulement quand on négocie, on définit le respect qu'on a pour son propre travail, mais on agit aussi au nom de toute la profession. Plus on tire les conditions vers le haut, plus on le fait pour tout le monde. En fait, on ne le fait pas seulement pour soi. Voilà ce que je peux répondre. Merci beaucoup. Ouais. Un des aspects qu'on peut négocier, ou pas, mais c'est la question du pourcentage. Parce que la traduction est donc un contrat d'auteur. On signe rarement un contrat avec une rémunération forfaitaire qui s'arrêterait là. En principe, le traducteur est l'auteur de sa traduction et donc participe aussi à la vente avec un droit d'auteur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ici, quand on a traduit 500 ouvrages peut-être, ça arrive de toucher aussi des droits de temps en temps? Oui, c'est rare. C'est rare, mais ça arrive, oui. C'est une des choses qu'on doit négocier, évidemment, qu'on signe un contrat. Et la négociation là-bas change absolument tout. Parce que chez nous, je peux parler de mon expérience en Espagne, je pense qu'il y a des choses qui sont pareilles en France, en Suisse. Chez nous, d'habitude, on signe 1% des droits. Je ne sais pas exactement si c'est votre expérience. 2 selon la réponse. Alors pour moi, c'est d'habitude 1. Pour les grands groupes éditoriaux en Espagne, c'est 0,5. Donc 0,5, juste pour qu'on comprenne bien, de droit sur la vente, sur le prix de vente du livre. Après la vente. Après l'avance. Après l'avance. Donc après la rémunération oui. acquise. Oui. Alors tu dois attendre jusqu'à le moment où la vente ou le livre a été vendu. Et je travaille très souvent pour une maison d'édition où je reçois 2% pour le livre, d'habitude pour presque tous les livres, mais 5% pour les livres qui sont dans le domaine public. Domaine public. Et alors ça fait déjà 10 fois plus qu'avec Simon Veil. Simon Veil, je touche 10 fois moins qu'avec Henry James. Alors avec Henry James, beaucoup plus facile. Et moi, j'ai eu de la chance parfois, alors je touche de 3 pour 10% de mes traductions. Alors c'est déjà beaucoup. Mais parfois, c'est pas trop d'argent, c'est quelques euros. Mais parfois, il y a des livres, j'ai 2-3 livres avec lesquels je vois de l'argent toutes les années depuis 25 ans. Parce qu'une fois la vente est oubliée,
tu reçois de l'argent toutes les années pour chaque livre. Non? Et si c'est 5%, si c'est 2%, c'est beaucoup. Et parfois, il y a des livres, je traduis Persepolis, on mentionnait Satrapi, et tu as l'impression que tout le monde a déjà lu Persepolis, mais heureusement, ce n'est pas le cas. Alors, toutes les années, il y a des gens qui découvrent, et surtout maintenant avec tout ce qui se passe en Iran. Et alors, Marjane Satrapi, Lankal, je traduis Lankal. Il y a pas mal de livres qui sont de best-sellers et bon, il faut toujours être là. Mais c'est rare. Et j'ai traduit des livres, j'ai touché de l'argent, mais je sais pas, parfois c'est 10 €, parfois c'est 200, mais c'est compliqué. Persepolis, par exemple, un livre qui, l'édition est chère, un livre qui n'avait pas trop de textes. Et si tu as négocié un bon pourcentage, alors il y a 3 facteurs là-bas. Mais le livre, c'est évident, un livre qui a 1000 pages, c'est beaucoup plus difficile. Ça va se vendre beaucoup. Un livre qui est cher, une BD, un livre illustré, qui est cher mais qui n'avait pas trop de texte. L'avant, c'était pas très important, et donc on arrive vite à toucher là. Mais peut-être qu'on pourrait poser la question du droit dans le théâtre, en fait, parce que c'est assez différent. Alors dans le théâtre, il va y avoir plusieurs cas de figure. Il y a le cas où il nous a commandé une traduction, et où là en général, si c'est une compagnie qui demande une traduction, il va y avoir une petite rémunération forfaitaire pour l'acte de traduire, et qu'on va négocier en fonction de ce qu'on espère en termes de tournée et de diffusion de la pièce. Donc on peut accepter de traduire pour pas grand-chose si on sait qu'il y a une grosse tournée derrière et qu'on touchera sur chaque représentation. La France est quand même, par rapport à l'Espagne déjà, on est plus protégé. Et le théâtre aussi, c'est un peu structuré. En général, c'est une répartition entre 40% pour le traducteur, 60% pour l'auteur. Et il y a des petites variations entre Paris et la province, mais on est sur du 10-12%, soit de la recette, soit du prix de vente du spectacle. Puisque parfois, peu importe s'il y a 4 ou 400 spectateurs dans la salle, le théâtre a acheté la représentation et on se basera sur ce qui est le plus avantageux pour le couple auteur-traducteur. Mais oui, alors si on traduit une pièce d'un auteur qui est joué dans le privé ou alors d'un semi-classique contemporain, je connais une seule personne qui vit de la traduction théâtre, qui ne fait que ça. Mais voilà. Et elle est aussi agente. Donc c'est ça, mais personne, on ne peut pas vivre de la traduction théâtrale, ça c'est sûr. Et là, on aborde la dernière partie que je vais devoir un peu écourter malheureusement, mais que je voulais aborder avec vous, qui était la question de... pour résumer, on vit rarement, uniquement de sa pratique de la traduction, qu'elle soit littéraire ou théâtrale, et donc les traducteurs... ont tendance à se diversifier aussi, à chercher d'autres manières d'avoir des rémunérations. Alors, on peut avoir le modèle économique d'un boulot alimentaire et de faire de la traduction à côté. On peut aussi chercher d'autres manières de porter le texte et, par exemple, de le porter au public. Alors, je ne sais pas si c'était cette logique rémunératrice qui était aussi... pour toi, Nicolas, quand tu as conçu ta performance autour de cette somme biographique autour de Fernando Pessoa, ou d'autres lectures scéniques que tu as préparées. Il y a peut-être aussi simplement, j'imagine, le plaisir de la scène, le plaisir d'aller vers le public. Mais je voulais vous entendre un petit peu aussi là-dessus, sur cette autre étape d'un livre traduit, quand on quitte le domaine éditorial. Le livre existe, et puis il faut qu'il soit lu. Alors on compte beaucoup sur les libraires, on compte beaucoup sur la presse peut-être, sur les différentes personnes qui vont transmettre les livres, mais il y a aussi une manière d'aller à la rencontre du public, et je crois que vous avez tous et toutes ici un peu une pratique. Non. I think now it's very difficult to ask people to read paper books. Or I speak specifically about Egypt and Cairo, where social media is swallowing the brains of everybody.
In 2019, I translated a poetic book by Jacques Roman and Bernard Noël, and I transformed it to an audiobook. And I made studio recording with music with myself and another Egyptian poet who was reading the voice of Bernard Noël, I was reading the voice of Jacques Roman, and then it became an audio production. And this audio production exists on YouTube, on Facebook, and I feel this is a direction to really start exploring. I feel it's within my parameters because it's already acting, voice recording with music, but it also shifts the literary material to another medium that has more power for dissemination, and it has another also market and remuneration, because now it's a big business also to publish online or on YouTube and so on, and be paid through the views, the listeners. And I think it also helps with the issue of people don't have time to read the book, but they can listen to it, and we can actually reach with this form of accessibility many people who have also forms of impairment that doesn't help them to read. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut les quelques minutes qui nous restent pour parler d'un format de lecture, de rencontre qui, je le disais tout à l'heure aussi, sur de traduction littéraire à cœur de valoriser le travail de traduction et auprès du grand public aussi, et ça passe notamment par des performances, des lectures. Peut-être juste un mot des joutes. Ça, tu peux en parler parce que c'est quand même un format génial. Oui, c'est vrai, ça, je ne sais pas si tout le monde connaît dans la salle, mais le principe des joutes de traduction, c'est un exercice assez réjouissant. En général, alors il y a différentes variantes, mais en général, on projette le texte original au milieu de l'écran, et de chaque côté, le travail des deux traducteurs, traductrices qui se sont collés à ce texte sans communiquer entre eux. Et en général, c'est toujours très convivial. D'ailleurs, on va en proposer d'une certaine manière juste après là, pour parler de la masterclass. Finalement, c'est un peu ce format qu'on va utiliser. Mais le principe, c'est que c'est amusant, c'est intéressant, et on voit comment est amené à fonctionner le cerveau d'un traducteur quand on voit le texte à traduire et que la parole circule et qu'on peut critiquer, essayer d'améliorer. Et donc, c'est vrai que en France, ça tourne depuis peut-être plus d'une dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années. Et c'est des moments qui sont joyeux, c'est des moments où on apprend des choses, et puis plus qu'un long discours théorique de traductologie par exemple, on voit concrètement ce qui se passe quand on est amené à traduire. Donc c'est vraiment si vous avez l'occasion d'assister à cet exercice ou d'y participer, je vous conseille de le faire, c'est vraiment des événements très chouettes. Je trouve que pédagogiquement, pour le grand public, en termes de sensibiliser à ce que c'est que la traduction, moi, à date, c'est l'outil le plus efficace que j'ai vu. Même si elle parle pas les langues. Oui, mais peu importe. Oui. Les discussions, et c'est vivant, et ça permet de sensibiliser des groupes larges, parce que, évidemment, faire des ateliers de traduction auprès du grand public, en bibliothèque, tout ça, ce serait formidable, mais bon, ça demande une organisation plus ciblée. Là, je trouve que tu peux avoir 200 personnes dans la salle et qui participent pleinement. Très fort. Merci beaucoup. Ce ne sera pas tout à fait le mot de la fin, parce que comme dernière question, je voulais vous demander, puisque c'est ici, c'est pour ça que vous êtes réunis ici, c'est le fait que vous soyez en résidence au château de Lavigny. Et on a entendu Sophie Kernauer nous parler de cette résidence et dire tous les bénéfices qu'on pouvait en retirer pour le travail, mais j'aimerais bien entendre de votre part. Qu'est-ce que ça signifie dans une vie de traducteur, de traductrice? Qu'est-ce que ça signifie d'être en résidence avec en plus des pairs et je ne sais pas, quelqu'un prend la parole avec Ligné. Ouais. Les résidences en général ou Lavigny? Ou d'abord en général, les Lavigny en particulier? Alors, les résidences, moi je n'ai que des bonnes expériences, et notamment parce que c'est l'occasion de rencontrer des collègues, en fait. Et
quand on est traducteur ou traductrice, on est toujours très content de rencontrer des collègues, ça crée quelque chose, il y a une espèce d'émulation qui s'installe tout de suite parce que on a besoin d'échanger autour de nos pratiques en fait. Et donc à chaque fois, j'ai fait 3 ou 4 résidences, ça doit être la quatrième je pense, à chaque fois j'ai noué des liens quand même très forts sur des temps assez courts. Bon, et puis évidemment ça permet de se concentrer sur un travail de manière très très intensive. Et de surcroît, la résidence peut s'accompagner d'une bourse, ce qui rejoint la question des compléments de revenus qui ne sont pas évidents. Ça c'est pour les résidences en particulier. Si vous avez besoin de savoir où, dans les parages il y a des lieux de résidence, on peut en parler ensuite. Il s'agit ensuite de l'Avignon en particulier, c'est très clair, moi je n'ai qu'une envie, c'est d'y retourner là-dessus. On vous a arraché au lieu, pardon. Voilà. Non, alors c'est quand même un lieu extrêmement particulier, il faut quand même vous imaginer qu'on est dans un châtelet avec vue sur le lac et sur les Alpes en hauteur. L'ambiance est vraiment paradisiaque, je pense qu'on peut le dire, c'est un lieu extrêmement beau, même quand il ne fait pas beau, même quand il fait froid, on y est bien. Sophie nous réunit tous les dimanches pour un moment bien convivial et de manière générale insuffle un esprit très, très sympathique et très, une vraie émulation, quoi. Tu es vraiment là, tu es vraiment présente et tu t'apportes vraiment l'esprit des lieux, quoi, je dirais. Et ensuite, dans ce cas particulier, moi je trouve qu'on a pas mal échangé, on s'est fait des lectures de textes, on a eu l'occasion d'échanger sur les textes, on a eu l'occasion de faire quelques apéros aussi. Donc oui, les résidences en général et celle-ci en particulier, je peux vous recommander chaleureusement. Merci. Merci de votre attention. Ouais, merci. Merci beaucoup de vos réponses.